Donc, merci à nos sponsors. Donc, on est dans les locaux de la Caisse d'épargne. Ça nous permet évidemment de profiter de ce bel environnement. Medsys, Jalios, Sogeti sont des intervenants que vous devez probablement connaître ou vous avez déjà croisés dans le monde Microsoft 365. N'hésitez pas à les contacter. Quelques mots sur moi. Donc, mon nom, c'est Patrick Guimonet. N'hésitez pas à se connecter sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou autres. Je suis plutôt basé à Versailles habituellement, région parisienne. Mon rôle et mon titre, on va dire, c'est d'être architecte de solutions autour des outils Microsoft 365. Donc, j'aide mes clients au quotidien à utiliser ces outils. J'aime bien dire qu'en général, ils ont payé. C'est plus qu'en général. Ils ont payé des montants des fois très importants pour acheter des licences et beaucoup de ceux que je connais en tout cas n'utilisent que une partie, voire très peu de ce qu'ils achètent. Donc c'est notre rôle vraiment au quotidien de vous aider ou d'aider les clients à utiliser ce qu'ils ont déjà acheté la plupart du temps. J'aime bien aussi évidemment organiser et être speaker conférencier sur des conférences en France et à l'international comme celle-ci. Et pour ça, on a créé une communauté qu'on appelle AMS, qui est un regroupement en fait de speakers et de gens qui organisent des conférences comme ça un peu partout dans le monde. Donc n'hésitez pas à suivre. Il y a beaucoup de nos événements maintenant qui sont en ligne ou qui sont en hybride comme aujourd'hui, donc accessibles en ligne. Donc c'est pas parce qu'on annonce un événement à Strasbourg que les gens, du coup, comme on est en ligne, toute la France et même au-delà peuvent suivre. C'est le côté pratique de l'hybride et de faire tout dans Teams. Même si on est content de se revoir, je dirais, en physique aussi. Et je suis MVP Microsoft. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est un titre qui est donné par Microsoft pour dire qu'en fait, on parle un peu en leur nom, mais qu'on n'est pas salarié de Microsoft. On présente, comme aujourd'hui, notre retour d'expérience, notre vécu sur les produits. On fait ça gratuitement, donc on n'a pas d'engagement. Microsoft ne me paye pas concrètement. Donc ça, c'est le côté un petit peu rigolo, c'est qu'on fait le boulot de Microsoft sans être payé par Microsoft, c'est gratuitement. Alors pourquoi on le fait? On n'est quand même pas tout à fait idiot, c'est qu'en fait, on a aussi de ce fait-là des contacts privilégiés avec les équipes de développement aux États-Unis. Donc on peut, si vous avez des problématiques sur Teams par exemple, poser des questions. Je dis toujours à mes clients que le plus important, c'est de comprendre ce que Microsoft a mis dans le produit. Après, vous pouvez l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Alors, vaut mieux l'utiliser dans le sens où il a été conçu, donc dans le sens où Microsoft l'a conçu, mais des fois, en le détournant un petit peu, on arrive à faire d'autres choses qui n'étaient pas prévues par le produit initialement, par les équipes produits initialement. Ça, je dirais, c'est le but de toute organisation, hein, d'utiliser l'outil ou la suite d'outils pour ses besoins propres. Après, l'écueil, c'est d'aller trop loin. Si on utilise Teams pour faire, je ne sais pas, un certain nombre de choses pour lesquelles il n'est pas prévu, il y a un moment, on n'y arrive pas, ou alors c'est très compliqué, ou alors il faut rajouter beaucoup de développement. Et on a connu ça à l'époque de SharePoint, on connaît ça aussi à l'époque de Teams. Donc, essayez déjà, la première approche, c'est de bien comprendre les outils, ce que propose Microsoft, et c'est ça qui vous permet de vous, en tant qu'organisation, on va dire utilisateur, et au sens plus large l'organisation, de vous positionner sur l'utilisation que vous voulez en faire vous-même. Et dans les événements internationaux, j'aime bien dire que je suis fan de baguettes, ça fait très Frenchy, mais bon, en France, ça fait un flop, je ne sais pas pourquoi. Ma question, alors j'aime bien poser cette question physique, qui est plutôt travaille à la DSI ou est rattaché à la DSI? Donc une main, deux mains, trois mains. Qui travaille plutôt dans le côté métier? Normalement, c'est les autres, à moins qu'il y ait des gens qui travaillent sur les deux, ce qui peut arriver aussi. Pourquoi j'aime bien ça? C'est parce qu'en fait, tous les projets Microsoft 365, sans exception, pour que ça marche un petit peu ou surtout beaucoup, il faut que ces gens-là se parlent. Alors, se parler, je dirais ça arrive assez facilement, mais communique et échange réellement sur les enjeux du projet, sur
le fait qu'il y a des problématiques techniques, et ça va être plutôt le job de la DSI de les régler. Mais il y a aussi des enjeux métiers, à quoi sert, et usage, à quoi servent les outils, pourquoi on les déploie dans l'organisation, etc. Ça va plutôt être côté métier. Et si ces besoins et ces envies diffèrent trop largement, ou si les gens ne se parlent pas tout simplement, ou n'arrivent pas à partager réellement leurs enjeux respectifs, eh bien, c'est là où les projets soit prennent beaucoup de temps, soit ils tombent dans l'oubli, soit enfin, il y a des problèmes, quoi. Donc, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner de toute la session. S'il y en a un seul à retenir, c'est celui-là. Parlez avec vos métiers, parlez avec la DSI et créez des réunions régulières, créez des moyens d'échange, des équipes Teams, ça peut aider aussi pour que les gens se parlent régulièrement sur l'avancement du projet pour que votre projet soit un succès. OK. Alors, l'idée de cette session, c'est d'évoquer un peu ce chemin, ce chemin de Outlook vers Teams. Outlook, tout le monde connaît, la messagerie, tout le monde connaît. Teams, c'est un outil beaucoup plus récent. Donc là, on a un outil, on va voir, qui remonte à quelques années déjà. Teams, aujourd'hui, ça a 4 ans. Donc, on a des choses qui sont très ancrées dans les habitudes, dans les usages, côté messagerie. Et sur Teams, beaucoup de monde découvre encore pas mal de choses. Il y a des codes, des usages qui ne sont pas encore bien figés. Suivant les organisations, il y en a certaines qui sont très à l'aise, d'autres qui sont moins à l'aise. Donc, c'est important de bien se positionner sur ce chemin-là. Alors déjà, ma première remarque, c'est de dire que ce n'est pas un chemin sans un long fleuve tranquille. Le chemin, à mon sens, et de mon expérience chez les clients, ça ressemble plus à ça. À la fois au niveau organisationnel et au niveau personnel, chacun, quand on découvre un nouvel outil, eh bien, il y a des choses qui nous semblent évidentes, simples. Et puis, il y a des choses, des fois des petits détails, des fois des choses plus embêtantes, qui posent problème, soit parce qu'on n'a pas l'habitude de l'interface, soit parce qu'on ne l'a jamais fait. Voilà, organiser une réunion Teams, par exemple, est-ce que je suis bien présenteur? Est-ce que la façon dont mes slides vont être positionnés par rapport à moi, à ma vidéo, etc. Tout ça, c'est des choses que, au début, on peut avoir un peu de mal, ou une fois, on arrive à bien le faire, et puis le lendemain, ou 15 jours après, ou 3 mois après, on ne retrouve plus l'option, parce qu'on sait qu'on l'a déjà fait, on sait qu'elle existe, mais le produit a changé aussi. Des fois, un menu qui était à un endroit, il a été mis à un autre. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut intégrer. Alors, ces deux outils s'intègrent dans un espace beaucoup plus vaste qu'on peut appeler l'écosystème Microsoft 365. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez intégré ça, mais Microsoft parle de moins en moins de Office 365 et de plus en plus de Microsoft 365, qui est un ensemble plus vaste, en fait. D'un point de vue licence, c'est un bundle supérieur. Donc, pour résumer, en tout cas sur les licences entreprises, vous avez du Office 365, c'est tous les services en fait auxquels vous accédez en ligne, grosso modo, qui sont dans le cloud. Vous avez aussi quelques-uns qui viennent s'installer sur votre poste, comme Excel ou Teams, le client Teams. Ça va se passer pour la plupart, on va dire, dans la philosophie Microsoft sur un PC. Dans les licences Microsoft 365, ça inclut une licence Windows 10, maintenant Windows 11, qui est en train de devenir Windows 11. Mais ça se passe aussi de plus en plus sur les mobiles. Et grosso modo, pour faire schématique, toutes ces applications, elles ont une app mobile correspondante. Donc OneDrive, vous allez le trouver à la fois dans le cloud, à la fois sur votre PC et à la fois sur votre mobile, pour prendre un exemple. Alors tout ça, c'est bien, c'est en gros ce que vous achetez, mais la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi faire? Pourquoi faire? Quels usages? Donc, en termes d'usage, il y a 5 grandes catégories d'usage pour résumer. Donc, ça, c'est vraiment un slide hyper généralisant, mais qui a le mérite de poser les grandes options. Donc, en termes d'usage, vous allez avoir un certain nombre d'outils pour de la productivité personnelle. Productivité personnelle, c'est comment je m'organise, moi, déjà dans mon travail. Donc, c'est, pour donner quelques exemples, comment je gère mes rendez-vous dans mon calendrier, mes contacts, etc. Ensuite, il y a comment je gère mes documents, mes fichiers, donc tout ce qui est partie gestion documentaire. Ensuite, il y a 2 grands usages qui sont très proches et très différents, et on va beaucoup se focaliser là-dessus dans la suite de la présentation. C'est sur la communication et la collaboration. Alors en français comme en anglais, ces 2 mots, ils ont la même sonorité,
Et si on n'y réfléchit pas, si on ne se pose pas 2 minutes, on les utilise très souvent dans le langage quotidien, un petit peu l'un pour l'autre, sans réfléchir trop à la différence qu'il y a entre les deux. Et en fait, c'est aussi un des buts de cette présentation, c'est de vous faire prendre conscience que la communication, c'est un process qui est représenté par cette icône de j'envoie un message, j'envoie soit un message verbal, si c'est un porte-voix, mais ça peut être un message électronique comme un mail, ça peut être une vidéo, ça peut être, enfin, il y a plein de moyens de communiquer aujourd'hui, mais ce qui est important à retenir dans la communication, c'est que c'est quelque chose que j'envoie et c'est pas forcément déjà à deux sens en fait. Si on veut qu'il y a deux sens, c'est quelqu'un d'autre qui va me communiquer une réponse en fait. Donc c'est un process qui est globalement, c'est je pousse de l'information. Là où la collaboration, c'est fondamentalement très différent, c'est je me mets autour d'une table, donc l'icône est aussi un petit peu, permet de schématiser ça. Je me mets autour d'une table dans un groupe de personnes et on va travailler sur un sujet en général. On va construire une proposition, on va construire un produit, on va créer un projet. Mais cet aspect collaboratif, il implique en fait des liens étroits, réguliers, permanents en fait entre les membres du groupe qui collaborent. Et ça, c'est la grosse différence entre les deux. Et mon propos, c'est de dire que beaucoup de problèmes qu'on a dans les entreprises aujourd'hui ou hier et demain encore, je pense, c'est lié au fait que les gens ne font pas bien la distinction entre ces deux types de besoins et utilisent souvent des outils de communication, par exemple, pour faire de la collaboration. Un exemple très simple qui illustre mon propos, c'est quand vous commencez à envoyer à votre collègue ou un groupe de collègues des fichiers Excel en attachement ou des fichiers PowerPoint en leur disant on doit faire une modification pour demain ou pour dans 3 heures, vas-y, fais ta modif, renvoie-moi, etc. Typiquement, là, on est dans un mauvais usage dans le sens où le mail, c'est un excellent outil de communication, c'est pas un outil de collaboration et on va le décliner ensuite. Et du coup, on va se retrouver avec, si vous envoyez votre fichier Excel à 10 personnes, vous allez retrouver potentiellement 10 versions du fichier Excel modifié. Enfin, ça devient juste le cauchemar. Donc, c'est ça typiquement les mauvais usages qu'on peut et les problèmes que ça peut entraîner. Dernier exemple, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est un point essentiel, c'est tout ce qui est processus métier, digitalisation des processus. Et là, on touche plutôt au domaine de la Power Platform. Il y a des sessions qui traitent de ça, donc j'en parle pas plus que ça aujourd'hui. Donc, si on se focalise en fait sur communication, collaboration, on peut, sur le slide suivant, représenter l'ensemble des outils. Alors, je n'ai pas le temps de vous décrire tout ça dans le détail, mais vous allez comprendre très vite. Les outils, on peut les décliner. Donc, en vertical, ça va être les différents usages que je viens d'évoquer. Et en horizontal, par un niveau de travail plutôt individuel, plutôt en équipe ou plutôt destiné à toute l'entreprise. Et du coup, si on représente un peu tous nos outils Microsoft 365 aujourd'hui, bon, ils rentrent évidemment un peu tous dans des cases. Mais ce qui est important de noter, c'est que le mail, ça va être essentiellement un outil de communication personnel. Pourquoi personnel? Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, chacun organise sa boîte mail comme il veut. Et l'entreprise n'a à aucun moment les moyens ou l'envie d'ailleurs d'imposer le fait que est-ce que je trie mes mails, est-ce que je les... Il y a des gens, il y a plusieurs écoles là-dessus. Est-ce que je les laisse dans la inbox et puis je fais une recherche quand j'en ai besoin, ou est-ce que je les prends un par un et je les mets dans des dossiers pour les trier? Chacun s'organise comme il veut. Donc c'est vraiment un outil vraiment très personnel. Et c'est un des problèmes aussi liés à l'email, c'est que quand on travaille à plusieurs sur un projet, chacun a sa propre version des mails qu'il reçoit, de est-ce que je suis en destinataire, en copie, etc. Et c'est aussi un des problèmes qui amène l'usage trop intensif de l'email. Là où Teams va nous proposer un outil collaboratif, beaucoup plus tourné vers l'équipe. Un exemple très simple, quand je crée une équipe avec des canaux, tout le monde voit la même chose. Tout le monde va avoir les mêmes canaux, toute l'équipe voit les mêmes canaux. Donc le choix des canaux, il est fait par quelqu'un, ou il est fait au fur et à mesure, je dirais, du projet. Mais toujours est-il qu'à tout moment, tout le monde voit la même chose. Les messages par défaut dans Teams sont tous publics, donc tout le monde va avoir, enfin, quand on est dans une équipe, tout le monde va voir tous les messages, etc. Donc ça va permettre de simplifier les choses et on va dire, de fluidifier la collaboration. Donc ça, c'est un peu Teams collaboration, qui, historiquement, si vous connaissez Teams depuis longtemps, était comme ça que Teams a été introduit. En fait, Teams a été introduit par un outil pour gérer des équipes.
comme son nom l'indique en anglais, et pour faire du collaboratif. Mais depuis, entre-temps, Teams a été enrichi par toutes les fonctionnalités, en gros, de Skype. Et ça, c'est plutôt des fonctionnalités de communication. Je prends le chat, enfin, la conversation instantanée, les réunions, les appels Teams. Tout ça, c'est des outils de communication. Donc, ça nous fait Teams aujourd'hui un outil un peu hybride entre un outil qui permet de faire de la collaboration et un outil qui permet de faire de la communication. C'est bien, et ça peut être aussi, encore une fois, trompeur, dans le sens où les gens n'utilisent pas forcément les bons canaux pour faire les choses correctement. Et venir, je vais détailler ça. La Power Platform, on y revient. Donc, nous, on va se focaliser sur ce cœur de cible aujourd'hui. Je mets quand même SharePoint un peu dans le paysage, puisque vous le savez probablement, dans Teams, on ne stocke aucun document. Teams vous fournit un espèce d'affichage de vos fichiers. En fait, le fichier se retrouve dans un SharePoint derrière. Donc, quelque part, on ne peut pas parler de Teams sans parler vraiment de SharePoint, mais ça ne sera pas le cœur du débat. Alors, la messagerie, quelques réflexions assez rapides. Je ne veux pas perdre trop de temps, étant donné voilà, le timing. Qu'est-ce que c'est la messagerie aujourd'hui? Alors, première question, depuis combien de temps utilise-t-on une messagerie? Vous avez quelques dates, quand on se les remémore, on se dit « Ah oui, c'est vrai, ça fait un moment ». En fait, le mail électronique date de 1971 et Outlook, la toute première version d'Outlook date de 1997. Donc, probablement, les gens qui ont les âges que je peux voir dans la salle ont commencé à utiliser un email un petit peu avant l'an 2000 ou un petit peu après, dans ces eaux-là. Donc, ça fait de toute manière probablement plus de 10 ans, probablement plus de 20 ans que vous utilisez du mail, dans votre vie perso évidemment, mais dans votre vie pro. Tout ça pour dire qu'on a quelques habitudes un petit peu ancrées. À tel point que j'aime bien cette copie d'écran sur LCI. Il faisait un reportage à un moment et il disait il y a des gens qui ont une addiction au mail et il y a des cures de désintoxication, c'est ça qui est incroyable. Il y a des cures de désintoxication qui existent pour se désintoxiquer des mails. Donc, plutôt que d'en arriver là, moi je vous propose peut-être d'utiliser Teams. Moins en partie, ça vous évitera d'aller dans une cure de désintoxication pour l'email. Et quand on voit voilà, les boîtes mail, on a facilement 20 000, 30 000 mails. C'est un petit peu, on peut, en se projetant, faire un peu peur. Alors, une des premières choses moi, que je recommande à mes clients, c'est déjà l'email. Aujourd'hui, ça prend une telle place dans les entreprises, dans le temps qu'on y passe, qu'il faut absolument s'organiser, pas être sous l'eau, parce que si vous êtes sous l'eau, si vous passez votre journée à trier des mails, eh bien, vous aurez du mal à faire autre chose, en fait, déjà. Donc, une première règle assez simple, enfin, c'est des recommandations. Alors, encore une fois, le mail, c'est un outil perso, donc il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit, plus de proposer et de recommander aux gens de s'organiser. Après, ils font comme ils veulent. Ça, c'est une proposition d'organisation que moi-même j'ai adaptée, on va dire, et qui est basée sur un post, je vous mettrai l'URL en bas, de Scott Hanselman, qui est plutôt un gourou développeur chez Microsoft, mais qui explique dans un post comment il gère un peu sa boîte mail, grosso modo. Et donc, j'ai repris un peu son idée, je l'ai adapté à mon expérience, donc je vous la fournis, et après chacun, voilà, encore une fois, s'adapte et l'adapte à son contexte. L'idée, c'est de dire tout arrive dans votre inbox et c'est le bazar, forcément, puisqu'il y a des mails importants, il y a des mails perso, il y a des mails d'un client, il y a des mails internes. Tout ça se mélange. Donc, essayons d'y mettre un peu de tri. En fait, c'est assez simple en fait, de faire un tri, même grosso modo. Donc là, l'exemple est sur 4 catégories, mais on peut imaginer des choses un peu plus fines, un peu plus détaillées. La première règle que vous pouvez mettre en place, c'est une règle qui va trier tous les messages qui concernent les réunions. En fait, quand vous envoyez une réunion à 10 personnes, vous recevez au moins 10 accusés de réception, les gens qui disent oui, je viens, et probablement beaucoup plus, parce qu'il y a toujours une personne qui va dire bah non, je viens pas, ou alors est-ce qu'on peut décaler à des réunions d'1 heure, ou est-ce que je dois préparer tel truc. Donc, une réunion, en général, ça génère vraiment une grosse quantité de mails, pour peu qu'il n'y ait pas que 2 personnes dans la réunion. Donc, déjà, si vous mettez tout ça de côté, en général, ce n'est pas des mails ni urgents, ni très importants. Donc, déjà, ça vous enlève pas mal de choses de votre inbox, de votre boîte de réception. Une autre règle très simple à mettre en place et qui est hyper efficace, c'est tous les mails dans lesquels vous êtes en copie.
si vous y réfléchissez, un mail, vous êtes en copie, on ne vous demande pas, on vous l'envoie pour information. Donc, si c'est bien fait, si la personne qui vous met en copie fait ça correctement, elle ne vous demande pas d'action et elle ne vous demande pas, il n'y a rien d'urgent. Vous pouvez le lire souvent le lendemain, ça n'a aucune importance. Donc, sortir de votre inbox tous les mails dont vous êtes en copie, vous allez voir, déjà, elle va diminuer grandement votre inbox. Et l'intérêt aussi, c'est que si quelqu'un vous demande une action, mais vous met en copie, c'est que c'est lui qui est en tort, en fait. C'est lui qui a mal programmé, entre guillemets, son email. Donc, il peut pas, il peut le faire, mais vous êtes légitime pour lui dire, écoute, si tu voulais que je fasse une action, il fallait me mettre en destinataire plutôt qu'en copie, etc. Une autre règle aussi assez facile à mettre en œuvre et qui permet de bien distinguer, c'est les mails qui viennent de l'intérieur de votre société. Donc là, moi, mon société s'appelle Abalon, donc j'ai fait une règle qui met dans un folder particulier, un sous-folder, les mails que je reçois de l'interne. Donc ça, ça dépend un peu de votre job. Ça peut être des mails très importants. Si vous avez un rôle plutôt de support, on va dire, si vous travaillez au service informatique, on va dire que vous allez plutôt recevoir des mails de l'interne. Si vous travaillez, je ne sais pas, au service commercial, les mails internes sont peut-être moins importants que les mails qui viennent des clients. Donc, suivant les postes, je dirais, c'est le résidu qui va rester ici. En fait, ça va être les mails externes. Donc, soit suivant votre job, soit c'est les mails externes qui sont très importants, soit c'est les mails internes. Peu importe, mais en tout cas, ils sont bien triés, bien séparés en deux catégories. Et du coup, encore une fois, suivant votre job, vous allez plutôt aller en priorité sur ceux qui sont les plus importants pour vous. Et les autres, vous pouvez les traiter un peu plus tard. L'idée étant toujours de définir une priorité. Et donc, voilà, en 4 règles très simples, même pas 3 en fait, vous arrivez à déjà faire un tri assez significatif dans votre boîte mail. Vous pouvez enrichir cette idée avec d'autres catégories. Vous pouvez créer un mail, par exemple, un folder avec par exemple, des mails qui auraient des pièces en attachement parce qu'elles nécessitent d'être stockées quelque part, etc. Mais ça vient peut-être perturber l'autre organisation, ça c'est à voir. Tout ça pour dire qu'avec ça, on arrive déjà à bien se simplifier la vie. Alors, créer des règles, je ne vais pas vous faire un cours d'Outlook, mais c'est assez simple, sinon il y a des tutos sur Internet. Une autre chose que je recommande aussi, c'est d'utiliser les couleurs, les codes couleurs, les catégories dans Outlook qui permettent de classer les mails en importants, ou clients, ou ce qu'on veut. Donc voilà les premières recommandations. Donc on le disait, la messagerie, c'est un petit peu le foutoir par construction de l'outil. On va retrouver des documents, des pièces jointes, et puis, comme on le disait, tous les messages mélangés. Teams, ça va être exactement la philosophie inverse, puisqu'en fait, dans Teams et la notion d'équipe, on va avoir ce mécanisme de canaux qui va nous permettre nativement de trier en fait les messages, puisque les gens vont créer leur message, donc les gens qui envoient le message. C'est à eux de faire la démarche de dire, OK, mon message, il concerne quoi? Il concerne plutôt le portail intranet, il concerne plutôt des formalités administratives. Donc, c'est la personne qui émet le message qui doit se poser la bonne question du sujet et de quel est le destinataire, etc. Et du coup, si moi, en tant que lecteur de cet espace, je sais que j'ai rien à faire dans l'espace étudiant, j'y vais pas, ou j'y vais une fois par semaine et ça ira bien. Donc ça va permettre aussi de décongestionner mon taux d'interruption, parce que je ne serai interrompu que par les messages dans lesquels je vais être pingé. Donc dans Teams, ça va donner ça. Tu vas avoir un indicateur me disant, là, il y a un message où quelqu'un a explicitement cité votre nom, en fait. Ou je vais dans le bouton d'activité. Donc la vision Teams, ça va plutôt être ça. Un autre avantage énorme de Teams par rapport aux emails, c'est que mes documents vont être automatiquement stockés dans un onglet séparé avec les documents. Donc j'ai une espèce de bannette message, une bannette documents qui viennent se compléter sans se marcher sur les pieds. Et encore une fois, tout le monde a la même vision. Ça, c'est aussi quelque chose qui est un gros apport de Teams, qui n'est pas évident, mais le même message dans un mail, grosso modo le même message, en tout cas la même information que je communique dans un mail et dans un message Teams, on voit que sans rentrer dans les détails, c'est quand même beaucoup plus
direct sur le message plutôt qu'avec un emballage comme bonjour, bien cordialement, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas son interlocuteur, on va dire que c'est la pratique qui fait qu'on n'a pas besoin de redire dans Teams à chaque fois bonjour, etc. parce qu'on suppose qu'on est déjà connecté, etc. Même chose sur les documents. Là où l'attachement email est vraiment à prohiber parce que c'est vraiment une catastrophe en termes de collaboration, Teams nous propose une interface qui est, si vous n'avez pas trop utilisé, je vous recommande vraiment de l'utiliser, qui permet à la fois d'avoir mon document ouvert sur lequel je peux collaborer. Donc là, par exemple, une présentation PowerPoint sur laquelle je peux faire des modifications, et en même temps un flux d'échange de communication où je peux dire à mes collègues qui travaillent sur le même document que moi, ben, voilà, j'ai modifié tel slide, j'ai fait telle correction, va voir à tel endroit, etc. Et c'est hyper efficace en termes de collaboration. Donc pour résumer, la posture, enfin ce que nous apporte l'email, et beaucoup de limitations aujourd'hui. Hein. Alors c'est comme tout, hein, ça a été un apport à un moment donné, mais voilà, trop l'utiliser, encore une fois, faire. Et à droite, les apports de Teams par rapport à ça. Encore une fois, c'est logique, hein, c'est pas pour dire l'email c'est nul, c'est pour dire l'email c'est un outil déjà assez ancien et Teams apporte. Alors, je parle de Teams, mais il y a d'autres outils éventuellement sur le marché. Ces nouveaux outils, évidemment, apportent de nouvelles façons de faire. Une aussi très intéressante, c'est que l'email, par définition, vous êtes en asynchrone. Vous envoyez un email et c'est bien un outil de communication. Vous ne savez pas quand est-ce que votre utilisateur, la personne en face le reçoit. Et même si vous mettez un accusé de lecture ou de réception, ça prouve juste que ça s'est affiché sur son écran, mais est-ce qu'il est disponible à ce moment-là, etc. Donc on ne peut pas travailler en synchrone, en fait, sauf à prendre son téléphone, mais on prend un autre outil, en fait, pour être sûr que la personne, elle est bien sur la même info que vous au même moment. Teams nous fournit la possibilité de travailler à la fois en asynchrone, c'est le mode normal, on va dire, on met des messages, les gens les liront quand ils auront le temps, mais aussi s'il y a une urgence, s'il y a un document à remplir dans 1 heure, on va pouvoir se mettre dans une réunion Teams, par exemple, on va pouvoir se mettre dans un chat, on va pouvoir ouvrir le même document pour travailler en même temps de manière synchrone. Et ça, c'est aussi un point très important de Teams. Alors Teams, jusque-là, j'ai dit beaucoup sur Teams. Est-ce que Teams va tout régler? Malheureusement, non. Comme tous les outils, il a aussi ses défauts ou ses limitations. Donc attention, c'est pas parce que vous allez déployer Teams et vous allez expliquer aux gens que Teams c'est super que tous vos problèmes de collaboration, d'email ou autres vont se régler. Pourquoi? Et ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, qu'est-ce que c'est, comment c'est présenté par Microsoft Teams? Teams s'est présenté comme donc le mot en anglais c'est Hub for Teamwork, donc un espace de collaboration. Sauf que, je l'ai dit, il n'y a pas que de la collaboration dans Teams, il y a aussi de la communication. Et en fait, si on regarde dans l'interface, tout bêtement, vous avez les outils chat, call et calendrier, essentiellement, qui sont des outils de communication. Donc, c'est un moyen de contacter mon collègue rapidement, de planifier une réunion, de l'appeler avec l'audio ou la vidéo, de l'appeler en messagerie instantanée. Tout ça, c'est super, c'est des outils qui vont m'être utiles, mais attention, si vous mettez tous vos échanges, par exemple, sur un projet via chat, vous allez avoir exactement les mêmes problèmes qu'avec les emails. C'est-à-dire que vous n'avez pas de suivi dans l'historique, chacun va avoir une partie du projet, mais ne verra pas tout, etc. Donc, attention, c'est des outils très utiles, mais encore une fois, pas pour, je dirais, structurer la collaboration. Les seuls vrais outils utile dans Teams pour structurer la collaboration, c'est les équipes, c'est la notion d'équipe et la notion de fichier sur lequel on va dans en fait, c'est un sous-ensemble des équipes. On va stocker les fichiers dans les équipes et on peut les voir dans la partie fichier. Donc, ça, c'est mon message principal sur Teams. On a un outil, on a 2 usages, collaboration, communication. Il faut bien expliquer aux gens, parce qu'il y a notamment suite au Covid ou pendant le Covid, beaucoup de gens qui ont découvert Teams, ils ont fait des réunions, ils ont fait des chats, ils ont dit ah ben ça y est, nous on utilise Teams, on a tout compris. Ben, en fait non, s'ils n'utilisent que ça, ils n'ont rien compris en fait, parce que la partie vraiment structurante,
de Teams, elle va plutôt se jouer en créant des équipes. Alors, c'est aussi la responsabilité de, on va dire, la DSI ou l'organisation qui déploie Teams, au sens plus large, de créer suffisamment d'espace Teams, d'équipes, pour que les gens se retrouvent naturellement. Par exemple, on recommande fortement de créer un minima une équipe Teams par entité de l'organisation. Donc, il faut que le service marketing ait son équipe Teams, le service RH ait son équipe Teams, etc. Pour que chacun ait un espace naturel dans lequel il va communiquer. Alors, pas que. Alors là, en fait, j'anticipe sur un autre slide bon, qui va venir après. Je ne vais pas trop perturber mais on verra après qu'on peut avoir des équipes des catégories d'équipes prédéfinies qui vont permettre aux gens de collaborer naturellement. Alors pour finir sur l'aspect communication dans Teams, j'ai un slide de synthèse en fait qui dit un peu comment on peut communiquer aujourd'hui dans Teams. En fait, il y a 3 niveaux. Il y a le chat en anglais, donc les conversations instantanées, qui sont limitées en nombre de personnes et en fonctionnalité. En fait, on peut aller jusqu'à 250 personnes, c'est surtout à éviter, mais c'est la limite technique. Si on bascule en vidéo, on peut aller voir qu'il y a un maximum de 20 personnes. Les réunions classiques que tout le monde maintenant pratique plus ou moins abondamment, mais a pratiqué forcément pendant le Covid, on avait une limite à 250, 300 utilisateurs. Maintenant, ça a été porté à 1000. Donc, la réunion telle qu'on l'a là dans la conférence, c'est une réunion dans laquelle on pourrait avoir jusqu'à 1000 personnes maintenant. C'est assez récent, hein, la limite de 1000. On va dire que c'est plutôt interactif, mais ça peut aussi être étendu jusqu'à des limites beaucoup plus importantes de 10 000 personnes. En fait, il y a un mécanisme qui se met en place. Si vous dépassez 1000, eh bien, il vous connecte les autres personnes en mode diffusion simple. Donc, les gens voient la vidéo en gros, mais ils ne peuvent pas participer au chat et ouvrir leur micro et prendre la parole, etc. C'est un mécanisme qui est pas mal pour permettre de gérer des grandes sociétés. Ça peut être intéressant. Il y a une nouvelle option qui est apparue, c'est le webinar. Donc, le webinar, comme son nom l'indique, c'est pour gérer en fait une liste donc c'est plutôt pour l'extérieur, mais à l'intérieur d'une société, des grandes sociétés, ça le fait tout à fait. C'est pour gérer une réunion avec une liste de présents. On sait les gens doivent s'inscrire, on sait qui est censé être là, etc. Mais techniquement, c'est comme une réunion classique, on va dire, dans Teams. Et la dernière communication, c'est ce qu'on appelle le live event en mauvais français ou l'événement en direct, ça parle moins. C'est une autre techno en fait qui permet d'avoir beaucoup plus de personnes présentes, donc, puisque en fait, au-delà des 1000, on va utiliser cette technologie-là qui aujourd'hui est limitée jusqu'à 10 000 personnes et 20 000 à partir du 31 décembre, Microsoft a annoncé. Donc, ça permet de faire des réunions en fait où typiquement il y a le PDG qui s'adresse à toute la société et dans des grandes sociétés, jusqu'à 20 000 personnes. Donc, c'est un peu le panorama de la communication dans Teams aujourd'hui. Alors, ça, c'est quelques copies d'écran très rapidement. En fait, c'est le message qui va s'afficher. On ne le voit pas forcément beaucoup. Mais c'est un message qui va s'afficher. Maintenant, vous participez en fait comme un simple. Vous avez juste la diffusion en fait de la réunion, puisqu'on a dépassé les 1000 présents. C'est le cas. Et là, c'est pareil, la réunion a atteint sa capacité. Voulez-vous joindre en mode lecture unique? Voilà. Si ça vous arrive, c'est que la réunion est pleine en fait en utilisateurs interactifs. Voilà. Alors, donc, s'il ne faut pas faire trop de communication dans Teams, c'est fondamental, comme j'ai commencé à le dire, de bien configurer la partie équipe. Donc, l'équipe, les bénéfices, j'en ai déjà parlé, donc là, c'est plus un résumé. Un point que je n'ai pas encore trop détaillé, c'est que dans une équipe, en fait, on ne se pose pas la question, comme on le fait à chaque email, de savoir avec qui je partage les informations. La première chose que vous faites une des premières choses que vous faites, ou des dernières, quand vous envoyez un email, c'est à qui je l'envoie. Qui je mets en copie, qui je mets en destinataire, en CC, etc. Dans Teams, vous ne posez pas tout à fait la même question, en tout cas pas de la même manière. Si vous êtes sur une équipe qui s'appelle Projet X, quelqu'un, alors ça peut être le chef de projet, ce n'est pas forcément vous, enfin, si vous avez le rôle de chef de projet, ce sera vous, mais en tout cas,
quelqu'un a défini qui sont les personnes qui avaient vocation à participer à ce projet. Et vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas à vous poser la question, si je propose un message dans intégration, bah, tous les gens qui sont dans cette équipe le verront. Je dirais, s'il y a des gens qui ne sont pas habilités à voir ça, bah, c'est peut-être que la personne qui gère le projet n'a pas. Mais ce n'est pas forcément ma responsabilité en tant que posteur de messages. Quand même, je dois vérifier que voilà, je parle bien du projet X dans l'équipe projet X, que ce projet il est plutôt interne, il n'y a pas des gens externes, etc. Donc, voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. On travaille avec les documents dans le même espace. Ça, c'est vraiment un gain énorme de Teams. J'ai mes documents, j'ai mes messages d'échange, de discussion au même endroit. Et on va voir qu'on peut aussi ajouter des applications complémentaires. Donc, de base, j'ai les messages, j'ai les fichiers, et on peut ajouter plein d'autres choses au même endroit. Et c'est un niveau encore supérieur d'utilisation de Teams. Alors, un des points aussi, un petit point de détail, mais très important, c'est dans Teams, dans l'outil Teams. Si vous regardez la partie conversation, vous n'avez dans un flux de conversation avec un collègue ou un groupe de collègues, vous n'avez qu'un flux, comme dans WhatsApp par exemple. Vous n'avez pas des discussions. Si vous parlez avec eux sur plusieurs sujets, bah, il se passe ce qui se passe dans WhatsApp, c'est-à-dire que tout le monde répond, on ne sait plus trop à quoi, etc. Ce n'est pas l'idéal pour collaborer. Dans une équipe Teams, vous avez une fonctionnalité qui permet soit de répondre à un sujet qui est déjà lancé, donc c'est la partie répondre. Alors à un moment, c'était un peu ambigu, ils ont bien différencié en termes d'interface, donc maintenant c'est très clair. Vous pouvez répondre à un sujet qui est déjà lancé, ou alors lancer une nouvelle conversation. Donc là, ça permet vraiment de lancer plusieurs conversations en parallèle et de manière assez, je dirais, facile à lire pour quelqu'un qui prend même le sujet en cours de route. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les réponses que je vais faire là sur ce sujet, par exemple, d'un nouveau canal, elles vont venir s'agglomérer. S'il y a 50 réponses, à un moment, très rapidement, il va dire, voilà, il y a 50 réponses, donc vous avez un lien. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez déplier les réponses et les échanges. Si le sujet ne vous intéresse pas, et c'est là où on gagne du temps, si le sujet ne vous intéresse pas, vous connaissez déjà la réponse, etc., vous n'avez pas besoin de dépiler les 50 échanges. Vous passez à une autre conversation qui parle d'un autre sujet, ou vous lancez une autre conversation. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Parce que si vous réfléchissez à ce qui se passe comme ça dans les mails, bah, s'il y a un échange avec 50, oui, moi je fais ci, toi tu fais ça et tout, vous recevez les 50 emails, même si vous êtes en copie, ça peut, comme on l'a vu tout à l'heure, être trié et se retrouver dans un canal à part, mais vous recevez concrètement 50 emails d'échange et vous passez à côté de ça. Donc, bien gérer cet aspect, est-ce que je réponds à un sujet qui existe déjà ou je crée une nouvelle conversation? Ensuite, quand je crée une nouvelle conversation, j'ai plusieurs possibilités, soit de mettre, alors ce qu'on recommande en termes de bonne pratique, c'est de mettre un titre assez explicite, pas oublier le titre. Et si vraiment c'est un sujet important, vous pouvez même utiliser le mécanisme d'annonce qui fait une espèce de bandeau graphique pour mettre en avant mon sujet particulier. Alors nous, c'est ce qu'on utilise à titre un petit peu anecdotique, ce qu'on utilise dans l'équipe Teams de l'événement. On utilise ça, ce bandeau, sur un événement, en fait, sur une réunion Teams. Donc dans le canal, on va créer une réunion. Donc ça crée un message qui ressemble en gros à la partie basse de ça. Et dessus, on le modifie, on rajoute une annonce et ça crée cette banderole sur la réunion. Donc, ça permet vraiment de bien mettre en visibilité la réunion en question. Ça, on l'a vu tout à l'heure, mais je le remonte. Il y a un petit décalage sur le slide, désolé. C'est l'affichage du contenu versus les commentaires sur le contenu, qui est un affichage très pratique pour la coédition et les commentaires attachés. Ça, c'est un slide résumé, en fait, entre les conversations, vous l'avez compris, que je ne recommande pas d'utiliser ou de manière très informelle et très limité en fait, mais surtout pas pour faire de la gestion de projet ou travailler concrètement sur un sujet. Donc les conversations de chat versus les conversations de piano. Une des limitations fondamentales des conversations Teams en mode chat, c'est que si vous mettez des documents, si vous partez des documents, ils sont stockés sur le OneDrive de la personne qui publie le document.
Et du coup, ça montre bien que c'est quelque chose qui n'est pas destiné à être pérenne, parce que si la personne s'en va du projet, par exemple, ou pire, quitte l'entreprise, le document, il va plus être attaché au projet, il reste attaché à la personne. Dans l'équipe Teams d'un projet, par exemple, eh bien, tous les documents que je vais mettre vont être dans le site d'équipe, donc dans le SharePoint associé au projet, ce qui est tout à fait logique et je dirais la bonne démarche. Alors, les équipes, j'en ai parlé tout à l'heure, voilà, c'est ce slide que je voulais vous montrer, mais il arrive maintenant, il n'y a pas de souci. On recommande de créer un minima des équipes pour l'organisation. Donc, comme je l'ai dit, la DRH, le marketing, le service commercial, chaque entité doit avoir son espace par défaut, en fait, où ils vont échanger dans Teams. Ensuite, on constate souvent que deux équipes distinctes, elles vont avoir aussi des échanges. Donc, je prends un exemple classique. La facturation dans n'importe quelle entreprise, ça va en général impliquer des échanges entre les gens qui vendent vraiment, les vendeurs, on va dire, quel que soit le nom qu'on lui donne, le service de vente, et la finance, sans S d'ailleurs. Donc, le service plutôt financier qui, lui, va devoir gérer la comptabilité plutôt, donc vraiment tracer les ventes. Et donc, du coup, c'est bien aussi d'avoir des équipes transverses. On peut appeler ça équipe process ou équipe transverse, peu importe le nom qu'on lui donne, mais il y a ce besoin-là qui est récurrent. Un besoin aussi qui est partout, c'est les équipes projets. Donc, quelle que soit la notion de projet que vous avez, il y a des entreprises pour qui l'achat d'un stylo Bic, ça va être un projet quasiment. Il y en a d'autres pour lesquels un projet, c'est quelque chose de très important qui va impliquer la refonte de l'organisation. Je dirais peu importe, toujours est-il qu'un projet, c'est un très bon candidat pour avoir au moins une équipe Teams, voire plusieurs. Pourquoi plusieurs? Et en fait, ça va venir sur le slide. Nous, par exemple, en tant que consultant, on travaille chez plein de clients. Donc, on a plein d'équipes projets. En fait, on en fait une par client. Donc, si demain, je sais pas, je vais intervenir à la SNCF, je vais créer une équipe ou je vais prendre une équipe SNCF qui existe déjà pour échanger avec mes collègues, peut-être qui sont déjà intervenus ou qui vont me donner des consignes, etc., sur ce sujet. Par contre, on va recommander aussi de travailler avec nos clients directement dès que la relation, je dirais, se matérialise sur une certaine durée. On va créer une équipe Teams d'échange avec eux. Donc, en fait, on va avoir une équipe externe avec des gens externes et on aime bien aussi avoir une équipe purement interne. Donc, c'est tous les gens de notre société qui interviennent chez ce client. Du coup, ça leur fait un canal d'échange interne. Il n'y a pas de risque de partager, par exemple, des documents qui seraient confidentiels avec le client. On a cette organisation. D'autant plus que les clients, nous, on est une petite société, on travaille avec des grosses sociétés. Souvent, le client, si je travaille à la SNCF, il va vouloir que je crée une équipe Teams dans l'environnement SNCF. L'équipe Teams où je partage où je stocke mes informations en interne et l'équipe, on va dire, où je travaille avec le client en externe. C'est une organisation, mais de toute manière, quelle que soit l'entreprise, il y aura des besoins d'avoir au moins une équipe, on va dire, par projet. C'est à peu près certain. On trouve aussi, alors là, c'est plutôt facultatif, c'est des groupes d'intérêt. Il y a des besoins d'échanges transverses dans toutes les organisations sur un certain nombre de sujets qui peuvent être techniques ou non techniques. Un exemple très simple, c'est les gens qui travaillent sur Microsoft 35, les utilisateurs, ils ont besoin d'échanger leurs trucs, leurs astuces, leurs questions, leurs interrogations des fois, ou comment je dois faire telle manip, etc. Donc c'est bien qu'ils aient un espace d'échange. Ça peut très bien se faire dans Teams, avec la limite que dans Teams, on est limité à 10 000 utilisateurs pour une équipe. Donc si vous êtes travaillé chez Total, il n'y aura que les 10 premiers personnes qui vont pouvoir participer, donc ça va être bloquant. Donc chez Total, par exemple, ça va plutôt être des groupes Yammer. Donc c'est pour ça que Yammer peut rentrer dans le paysage, ou un autre réseau social, quel que soit. Voilà, en tout cas sur une petite boîte de moins de 10 000 personnes, ça rentre très bien dans Teams. C'est pas la peine d'avoir 50 outils, on peut très bien faire ça dans Teams. On va faire assez vite parce que je pense qu'on a à peu près au bout de la période. Un des derniers points que je voulais évoquer, c'est la possibilité d'intégrer d'autres outils directement dans Teams via le mécanisme d'onglet. Donc, si vous ouvrez le plus qui est en haut de vos canaux Teams, vous avez la possibilité d'intégrer évidemment tous les outils Microsoft, grosso modo, et beaucoup d'outils non Microsoft.
Les plus utiles sont évidemment le site web quelconque ou des vidéos YouTube ou vraiment d'autres outils. Là, il n'y a qu'un tout petit bout d'exemple. Alors là, j'ai quelques exemples sous forme de copie d'écran de ce que ça peut donner ou de ce que, enfin, pour vous amener un peu de réflexion sur le sujet. Là, c'est l'intégration d'un site web directement dans Teams. Là, c'est l'intégration de Planner dans une équipe Teams qui va nous permettre évidemment de gérer les tâches de mon équipe sur mon projet. Donc, c'est un outil Microsoft complémentaire qui va me permettre de faire de la collaboration plus avancée, on va dire. Là, j'ai l'intégration d'un rapport Power BI dans mon équipe Teams pour voir à cet endroit-là précisément l'évolution, par exemple, de mon projet, des ventes, etc. Donc, ça, c'est super intéressant parce que c'est toujours intéressant d'avoir des KPI sur ce qu'on fait concrètement. Le seul bémol de là, c'est qu'il faut avoir des licences Power BI pour chaque personne qui doit voir le rapport. Un autre exemple, cas d'usage qui est très sympathique, c'est une équipe dédiée à un processus de l'entreprise. Alors, les processus de l'entreprise, ils peuvent être compliqués dans le sens où les gens, ils doivent passer par plusieurs étapes. Ils doivent se rappeler d'aller sur un site avec une URL quelconque. Ensuite, ils doivent faire une autre étape, peut-être aller dans un Power BI, voir les résultats ou l'activité, etc. Vous encadrez, si vous embarquez tout ça dans une équipe Teams, vous pouvez très simplement mettre comme ça, par exemple, 1 pour l'étape 1, étape 2, étape 3, elle est à l'écran, étape 4, 5, 6. Donc, chaque tab, chaque onglet va correspondre à une étape de mon processus. Et du coup, je dis aux gens, plutôt que de leur dire, de leur faire un tuto qui va faire une page, je leur dis, allez dans l'équipe qui s'appelle, par exemple, qui a le nom de mon processus. Et là, vous allez retrouver les différentes étapes. Si vous avez des questions, posez vos questions dans le canal publication. S'il y a des documents à gérer liés au processus, évidemment, ils vont se retrouver naturellement dans le fichier, etc. Donc ça, c'est un moyen très puissant d'intégrer des processus et de faciliter la vie des gens autour de ces processus. On peut après gérer des alertes via Teams plutôt que d'envoyer des emails, puisque c'est quand même le but aussi de notre chose. On voit encore beaucoup d'alertes qui arrivent dans des emails. On envoie un email d'alerte à tout le monde que personne ne lit, mais c'est pas grave, on a fait le job. Ça peut très bien se faire dans un canal Teams, ça génère un message quelconque. Là, vous avez un exemple, c'est quelconque. Et le mécanisme d'approbation aussi qui est intégré dans Teams. Donc, si vous voulez demander une autorisation de dépense à votre manager, il y a un mécanisme qui s'appelle les approbations, approvals en anglais, qui vont pouvoir s'intégrer sous forme, par exemple, de cartes comme ça, d'adaptative card, où vous générez un message et votre manager, il a juste à approuver ou à rejeter la demande, éventuellement en précisant pourquoi. Ça, c'est aussi puissant pour détruire, entre guillemets, les besoins d'un certain nombre d'emails qu'on a encore pas mal. Voilà. Ouais, autre exemple d'intégration, dernier exemple d'intégration, c'est dans Teams. Donc, vous pouvez rajouter sur la gauche des boutons, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou fait. C'est assez simple, en fait. Vous pouvez créer un lien, par exemple, ici, vers un site intranet. Donc, maintenant, c'est disponible aussi sous forme de Viva Connexion. Donc, c'est le but de Viva Connexion, c'est d'intégrer vraiment votre intranet SharePoint. Mais on peut le faire avec d'autres sites, on peut le faire avec des applications même, les intégrer comme des outils dans la barre Teams pour simplifier l'accès de mes utilisateurs. Ils n'ont plus à se rappeler l'URL de mon intranet ou ils vont cliquer assez naturellement sur le lien, c'est assez puissant. Je vais très rapidement brosser, en fait, finir ma présentation, ça sera ma conclusion, dire que d'un côté on a Teams, d'un côté on a Outlook. Outlook ne va pas disparaître, notamment pour tout ce qui est échange avec l'extérieur. En l'état actuel des usages, il y aura toujours besoin d'échanger des emails avec des gens qu'on ne connaît pas encore vraiment, etc. Donc, l'idée, c'est plutôt comment on va faire cohabiter les deux. Il y a un certain nombre de ponts qui existent déjà aujourd'hui. Un des premiers ponts et des meilleurs qui a existé, c'est le calendrier. Vous créez des réunions dans Teams, elles sont répercutées dans votre calendrier Outlook et réciproquement. Et maintenant, je n'ai pas mis à jour ma copie d'écran, mais je ne sais pas si vous avez vu arriver. La couleur, en fait, donc vous pouvez donner des couleurs à vos réunions dans Outlook. La couleur est répercutée dans Teams. C'est un grand progrès qu'on attendait depuis un moment. Un moyen
de faire des ponts entre Outlook et Teams, c'est évidemment d'envoyer des messages que vous auriez reçus dans Outlook, vous les envoyez dans Teams. Le cas d'usage le plus fréquent, c'est vous recevez un mail d'un client et vous voulez discuter en interne sur comment on répond à cette demande. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on fait une remise? Je ne sais pas. Ça, c'est un cas d'usage très, très intéressant parce que ça me permet de mettre dans Teams, donc de manière sécurisée, la discussion, l'échange, et de pouvoir construire une réponse qui repartira éventuellement par email. Alors aujourd'hui, le moyen le plus simple de faire ça, c'est drag and drop. Vous prenez un mail dans Outlook, vous le déposez dans Teams, ça marche très bien. Mais il y a d'autres façons de faire. Historiquement, un message, un canal dans Teams, ça a toujours une adresse email. Donc vous pouvez envoyer en forward sur cette adresse email. Donc là, vous avez le détail, mais je pense que vous avez déjà fait cette manip. Sinon, je vous recommande d'essayer. Et troisième option, pour transférer un mail dans Teams, vous avez un bouton normalement dans Outlook, vous avez la bonne version d'Outlook mise à jour, etc., qui permet de partager directement dans Teams un message. Et si la petite animation arrive au bout, on va le voir arriver dans Teams. Ça dure 2 secondes. Voilà, je l'envoie. Et il va me montrer l'affichage. Voilà, dans Teams, je vais avoir mon mail qui arrive ici. Dernier point, est-ce que ça a du sens de renvoyer des choses de Teams vers Outlook? On peut se poser la question, puisqu'on cherche plutôt à se détacher de la messagerie. En fait, j'ai trouvé un cas d'usage assez intéressant. C'est une fonctionnalité qui manque dans Teams aujourd'hui, c'est pour déplacer, si j'ai posté un message, ou plutôt si un collègue a posté un message dans un mauvais canal, ou dans un canal qui ne me semble pas approprié, je n'ai pas de moyen simple de le déplacer. En fait, je peux le faire en utilisant la fonctionnalité notamment qu'on vient de voir là. Donc, je peux partir de mon message Teams, le transférer. Alors, je vais avoir la copie d'écran, voilà. Sur n'importe quel message Teams, vous avez partagé dans Outlook. Donc, ça va vous ouvrir un mail qui ressemble à ça. Ce message-là, c'est une copie en fait de votre échange dans Teams. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le renvoyer sur l'email que vous voulez. Alors, soit vous le gardez chez vous, mais je ne vois pas tellement l'intérêt d'avoir des archives des messages Teams. Par contre, là, vous pouvez l'envoyer sur un canal Teams, qui serait un autre canal, et ça vous permet en fait de copier en fait implicitement cette suite de messages dans un autre canal Teams. Donc voilà, c'est à garder en tête, mais ça peut servir à ça. Et voilà, on a vu que il faut pas se contenter du chat et des réunions dans Teams, il y a plein d'autres choses. Et là, j'ai un petit escalier, on va dire, pour une utilisation de plus en plus élaborée de Teams, notamment avec les tabs et les apps qu'on a vus, qui va vous permettre de pleinement profiter de l'outil.